Ok. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai décidé de vous envoyer des capsules en utilisant le document là, que je vous ai donné en classe. Si jamais vous ne l'avez pas, vous l'avez laissé à l'école, je vais vous mettre une copie dans Team. Et s'il y a des commentaires ou des choses à améliorer, ben, vous pouvez me les faire savoir. J'espère que tout va bien, la santé. De mon côté, ça va jusqu'à maintenant. On se protège, on fait attention. Alors, on commence. Je sais que ce chapitre-là n'est pas évident, hein, même si vous allez sur YouTube. J'ai essayé de voir s'il y avait des trucs sur YouTube qui seraient faciles pour vous, mais c'est quand même faisable, mais ça demande quand même des bases, un petit peu de base. On va y aller avec le document, donc je ne perds pas trop de temps. Si jamais il y a des explications qui ne sont pas claires, vous pouvez répéter la leçon, et si jamais même avec la répétition ça ne marche pas, ben à ce moment-là, vous me faites savoir, je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire. De toute façon, je vais avoir une page à la fin vide pour expliquer quand la chose est un petit peu plus difficile. Alors, je vais recommencer, parce qu'il y a des groupes que je n'ai pas commencé avec eux. Il y en a d'autres, je ne sais pas à quel moment, à quel endroit je suis rendu. Donc, je vais recommencer dès le début. Et si jamais vous êtes déjà rendu ailleurs, bah, vous continuez à partir du moment, à partir de la place où vous êtes rendu. Allez, bon. Le chapitre 5, c'est sur les fonctions trigonométriques. C'est ça, j'ai le document devant moi. Vous devriez l'avoir devant vous et prenez en note tout ce que j'y prends en note, moi aussi. Tout ce que j'ai écrit. Alors, je vais mettre ça à 24 ici. Alors, un phénomène périodique, c'est un phénomène, comme on a dit en classe, ceux qui ont suivi le cours, c'est un phénomène, c'est une situation qui se répète comme le graphique ici, mathématiquement. Vous avez un cycle et vous avez une période, c'est-à-dire vous avez un cycle qui se répète jusqu'à l'infini. Alors, c'est ça qu'on appelle un phénomène périodique. Je vais mettre la couleur rouge juste pour différencier un petit peu le document de base et tout ce que je rajoute après. Périodique, voilà, phénomène périodique. Et les fonctions qui décrivent ces phénomènes-là, ben, on les appelle aussi des fonctions périodiques. Il y a certains livres, on appelle ça fonctions cycliques aussi, mais périodiques. Fonctions périodiques, car vous allez voir après que quand on va avoir le modèle trigonométrique, ça va être des fonctions sinusoïdales, des fonctions tangentes, tout ça. Vous allez comprendre ça plus tard. Je ne sais pas pourquoi la couleur elle reste pas rouge, je ne vais pas changer ça à chaque fois. Là. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Alors, une fonction périodique est une fonction dans le graphique qui est constituée d'un motif qui se répète. Donc, d'un motif qui se répète. Voilà. On nomme, alors qu'est-ce qu'on nomme? La plus petite portion de la courbe correspondant au motif qui se répète. Alors, si vous regardez le graphique ici, ben, et dans ce cas-là, on le nomme un cycle. Donc, ça, c'est un cycle. Alors, c'est un cycle. On va mettre ça ici. C'est un cycle. C'est la plus petite portion, voilà. La période c'est un cycle, au fond, c'est le schéma. Hein. La période, c'est une mesure, c'est-à-dire ça mesure la distance entre deux cycles. Alors la période, c'est la longueur horizontale d'un cycle. Donc à partir d'ici jusqu'à là. Je ne sais pas si on voit pas la flèche, je pense. Quand vous allez regarder, je pense pas que vous allez voir la flèche. Donc je vais l'essayer de toute façon tantôt là. Donc la période, c'est ça. La période, c'est sur l'axe X. Okay. C'est la largeur d'un cycle. La largeur, la longueur ou la largeur. Alors, par exemple, ici, ça c'est mathématique, ça. F2, c'est-à-dire la réponse. F, c'est une réponse. Hein. Alors, une réponse, c'est la fonction. Par exemple, si je prends un X quelque part et je rajoute une période, ben, je me retrouve toujours à la même place. Ça veut dire que la réponse à X plus P, c'est la même réponse que X, la réponse à X. Okay. Donc, par exemple, la réponse à x plus p, c'est la même réponse que x. Voilà, on continue. La fréquence, le calcul de la fréquence. Alors, c'est quoi la fréquence? C'est l'inverse de la période. Ça, je l'ai expliqué en classe. Quand vous prenez une période, par exemple, très petite, par exemple, imaginez que x, c'est le temps, et vous prenez une période de 2 millisecondes. Okay. Imaginez que le temps, et chaque cycle, c'est-à-dire sa largeur, est 2 millisecondes. Hein. Donc, je ne sais pas si je peux écrire ça comme ça.
2 millisecondes. En tout cas, si ce n'est pas clair, j'irai plus en détail là, si vous me le demandez. Là. Imaginez que la largeur est ici 2 millisecondes. La question que vous devez vous poser, dans une unité, combien y a-t-il de cycles? Alors, combien y a-t-il de cycles dans une unité? Ben, c'est la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un cycle revient ou se répète dans une unité. Alors, c'est 1 divisé par 2 millisecondes, ça vous donne 5. Donc, il y a 5 cycles si chaque cycle mesure 2 millisecondes. Alors, c'est pour ça la fréquence, c'est vraiment cette formule 1 divisé par P, ça donne vraiment la valeur du nombre de cycles qu'il y a dans une unité. Alors, c'est ça qui est écrit après, à la fréquence correspond à la portion d'un cycle pour une unité. Parce que la portion, en fait, ici, parce que si la période est très, très grande, par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, 5 secondes, ben, dans une unité, il n'y en a même pas un cycle. Parce que si vous faites 1 divisé par 5, ça fait 0,2. C'est-à-dire qu'il y a 2 dixièmes d'un cycle. C'est pour ça qu'il parle de portion. Mais en réalité, c'est le nombre de cycles. Ben, le nombre, à ce moment-là, ça peut être un nombre fractionné ou un nombre décimal. C'est bon? On continue. Alors ici, un exemple. La même chose qu'en haut, la période ici, ben, vous avez de 1, c'est-à-dire un cycle commence à 1 unité jusqu'à 4. Donc la période mesure 3. Alors ici, la période mesure 3. C'est ça? Et si vous voulez, par exemple, vérifier la formule que j'ai écrite ici en haut, de f de x plus p égale f de x, vous vérifiez ici g de x plus p égale g de x. Par exemple, si vous prenez, supposons que vous prenez x est égal à, si vous prenez x est égal à 1, par exemple, prenez ce que vous voulez là, mais prenez x égale à 1. Si vous faites g de 1, g de 1, ben g de 1, si vous regardez le graphique, g de 1, c'est moins 2. Hein? G de 1 égale moins 2. Si maintenant vous rajoutez une période à 1, par exemple, si vous prenez 1, vous rajoutez 3, ça tombe à 4. 1 plus 3, ça fait 4. Et si vous faites g de 4, g de 4, si vous faites g de 4, ben ça vous donne la même chose. Ça égale moins 2. C'est normal parce que vous revenez toujours à la même place à chaque fois que vous rajoutez une période. C'est bien? On continue. Alors là, déjà ce cours-là, vous pouvez s'exercer dans votre cahier d'exercice de la page 172, 272 à 274. Moi, je vous conseille de ne pas y aller trop vite d'un cours à l'autre. Hein. Exercez-vous avant de passer à l'autre, parce que c'est un chapitre qui est vraiment pas évident. Donc, si vous vous exercez, vous allez vous sentir à l'aise à chaque fois. Si vous allez trop vite, vous allez commencer à revenir en arrière et ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, 272, quand je regarde, c'est très bien, c'est ça. Parce que moi aussi, je suis un peu raqué, là, ça fait un petit bout. Je regarde mon cahier d'exercice, c'est très bien, donc je ne me suis pas trompé. Alors, on continue. Page 2. Après, dans la page 2, aussi, on aborde la notion de cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique. Donc, dans cette partie-là, vous avez le premier point, l'angle trigonométrique. Alors, un angle, par exemple, si vous dessinez un plan cartésien et vous partez de l'axe X, c'est comme avec les vecteurs. Donc, vous partez de l'axe X si vous y allez dans le sens anti-horaire. Ça, c'est un angle positif. Ça, c'est une convention. Hein. Il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'explication. C'est une convention comme ça, parce que ça nous facilite les calculs en physique et tout ça. Alors, si vous partez dans le sens anti-horaire, ben c'est ça, c'est positif. Alors, si vous partez comme ça, 70 degrés, si vous faites un tour complet plus une partie, ben ça fait 395. Et si vous partez dans le sens anti-horaire, ben vous pouvez aller au nombre de degrés que vous voulez. Alors ça veut dire que les angles, ça va jusqu'à l'infini. C'est le nombre de tours. Alors, vous pouvez tourner le nombre de fois que vous voulez. Okay. Alors, imaginez, bon, c'est ça. Ça explique certains phénomènes qui sont infinis dans le temps. Alors, on suit leur angle et ça revient, c'est cyclique. Donc, vous voyez, la notion de cycle vient d'ici, là. C'est quelque chose qui revient. Alors, les angles, comme vous avez vu les unités depuis que vous êtes jeune, vous avez vu le degré. Okay. L'angle en degrés. Maintenant, cette année, vous avez besoin d'apprendre aussi l'unité, le radian. Alors, le radian, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radian? Vous lisez ce texte-là chez vous, là. Mais le radian, ça veut tout simplement dire que quand vous dessinez un cercle et vous avez un rayon, bien sûr, quand il y a un cercle, il y a un rayon. C'est un rayon. Un radian, un radian, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'ouverture qui vous donne un arc qui a la même mesure que le rayon. Vous regardez le dessin de ce cercle-là, c'est un radian. C'est bon?
Alors, une question comme ça, pratiquez-vous là. Trouvez-moi quelle est la mesure en degrés quelle est la mesure en degrés d'un angle qui intercepte exactement le rayon. Et vous allez voir que quel que soit le cercle, c'est le même degré là. Ok. Répétez les questions, c'est très important de bien comprendre. Combien ça mesure un angle en degrés qui intercepte un arc, ici, un arc qui a la même chose, qui a la même mesure que le rayon. Okay. Bon. Alors, vous pouvez utiliser cette formule-là ici, là, mais moi, je vous conseille de réfléchir logiquement, vous êtes capable. Alors, ici, il y a une question. Quelle est la mesure d'un angle plein en radian? Un angle plein, c'est 360 degrés. Okay. 360 degrés. Et là, je ne sais pas si, peut-être ce serait bien que j'aille voir une page à la fin où est-ce qu'il n'y a rien d'indiqué. Je vous explique un peu, là. Il y a un moyen d'y aller rapidement. Ah, c'est lent, ça. Ah, bah, peut-être j'aurais pu y aller comme ça. C'est vrai. Voilà. Alors, prenez par exemple un cercle. OK? Alors, le centre ici. Alors, imaginez que ça, c'est le centre. Donc, si vous faites un tour complet, c'est 360 degrés. Hein, ça, c'est pas beau, hein? Bon. Donc, un tour, c'est 360 degrés. C'est ça qui arrive. On n'a pas le crayon comme un tour et 360 degrés. C'est long, là. J'aime pas ça. 360 degrés. Si maintenant vous posez la question, dans un tour complet, il y a combien de rayons? Okay. Alors, par exemple, vous partez comme ça, vous dites ça c'est le premier rayon, après ça le deuxième, après ça le troisième. Il y en a combien? Alors si vous voulez répondre à cette question-là, ben, sachant que justement ce qui nous intéresse c'est combien y a-t-il de rayons dans un tour, et un tour c'est quoi? C'est la circonférence. Alors il faut chercher la formule de la circonférence qui est égale à 2 fois pi fois le rayon. C'est ça? Alors, 2 fois plus fort. Normalement, à partir de cette formule-là, on devrait répondre sans trop de problèmes. Il y a combien de rayons dans la circonférence? On devrait répondre. Le problème ici, c'est que des fois, quand il y a un nombre pi ou un nombre à virgule, on ne voit pas clair. Alors, imaginez que je transforme cette formule juste pour vous aider, en fait. Si la circonférence était, par exemple, 6 fois le rayon, si on avait la formule comme ça, alors, imaginez. Alors, il y a combien de rayons? C'est évident. Il y a combien? Si on dit que la circonférence est 6 fois rayon, ben, ça veut dire qu'il y a 6 fois 6 rayons. Donc c'est la même chose ici. Alors si la circonférence est égale à 2 pi r, ça veut dire que le nombre de rayons qu'il y a dans une circonférence, c'est 2 pi. Donc on revient en arrière. La question que j'ai posée ici, dans la deuxième page, il y a combien? Voilà, 24, rouge. Quelle est la mesure d'un angle plein en radian? Ben, c'est 2 pi. 2 fois pi. Ça, c'est notre affaire, c'est que je ne peux pas écrire pi. Ben, je vais l'écrire comme ça. 2 pi. Bon. À partir de, ben, ça c'est une formule pour décorer, c'est-à-dire vous avez 360 degrés, ça correspond à n, vous avez 2 pi radians, ça correspond à θ en radian. L'angle en radian, on appelle toujours souvent θ. Alors ça c'est la formule qui va vous aider des fois à répondre à certaines questions dans le cahier d'exercice. Formule, euh, c'est quoi cette formule? Ok, c'est une formule, on cherche une formule. Formule qui relie l'angle en radian, le rayon et l'arc. Alors, supposons que j'ai un angle en radian. Imaginez que j'ai un angle qui mesure 2. Okay. Non, voilà. Alors, est-ce que j'ai écrit quand c'est parti? Ah, je l'ai effacé peut-être. C'est bizarre. Il était en haut. Alors, imaginez que l'angle en radian, en rad, est 2.
Et le rayon, est, par exemple, 10 ou 15, et 15 centimètres. Alors, question, quelle est la mesure de l'arc? Quelle est la mesure de l'arc? C'est facile, non? Donc, l'arc égale, parce que, au fond, 2, ça représente quoi? 2 représente justement le nombre de rayons qu'il y a dans cet arc-là. Donc, c'est 2 fois 15. 2 fois 15. 2 fois 15. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? L'arc égale le nombre qui correspond au degré en radian, c'est-à-dire le nombre d'angles en radian, multiplié par le rayon. Alors, retournons en arrière. C'est ça la formule. Alors, la formule, c'est qui relie l'angle, le rayon et l'arc. Alors, la formule, c'est égal l'arc, ça c'est en général, est égal l'angle en radian. L'angle, c'est bien ici, il faut que ce soit en radian. Okay. Fois, où est-ce qu'il est le fois? Bon, je vais chercher ça une autre fois. Fois l'angle en radian fois le rayon. Voilà. Maintenant, si le rayon est égal à 1, voilà, c'est un cas particulier. Si le rayon est égal à 1, quelle est la formule? Ben, simplement l'arc est égal l'angle en radian. Parce que fois 1, ça ne change pas. C'est l'angle en radian. Et c'est pour ça qu'on va choisir le cercle sur lequel on va travailler pour suivre un phénomène qui est cyclique. Au lieu de choisir un cercle de rayon quelconque, on va choisir un cercle de rayon 1. Parce que le travail va être facile, à cause que l'arc et l'angle sont pareils, sont identiques. Et aussi, ça donne le même résultat quand si on choisit un cercle. Vous allez vous comprendre plus tard. C'est-à-dire, si on étudie les fonctions trigonométriques avec un angle, avec un rayon égal à 1 ou un rayon égal à 2 ou 3, on arrive au même résultat au bout. Alors, c'est pour ça qu'on choisit un rayon égal à 1, c'est plus facile. Alors, ici, des questions pour mieux comprendre encore. Quel est l'angle en radian, en degrés et en tours? Alors ici, si j'ai un tour, c'est-à-dire si je fais un tour, ben, l'angle est 360 degrés. C'est en degrés. Hein. En radian, c'est 2 pi. 2 pi. Voilà. Ici, 2 tours, 720. Donc, je vais le compléter là. Ici, c'est fois 2 tours, ben, 2 pi fois 2, c'est 4 pi. Alors ici, la seule chose, c'est que quand on a des examens, quand on a des cahiers d'exercice, tout ça, vous allez voir, le pi s'écrit avec le pi, là, qu'on connaît, là, depuis le secondaire, 1 ou 2. Là. Et ici, 4 tours, ben, 4 fois 360, ça fait quoi ça? 1440 degrés. Okay. Déjà, vous voyez, avec le degré, je réfléchis un peu là, pour trouver le degré, mais avec les pi, c'est plus facile. Hein? 4 tours fois 2, ça fait 8 pi. Mais pas toujours. Hein. C'est pas toujours facile. Et ici, quand on a K, c'est important aussi de s'habituer à ça, c'est 360K ici, dans ce cas-là, 360 fois K. Hein. Et ici, ben, c'est 2 pi K, ou 2 K pi, hein, comme vous voulez. 2 pi fois K, ou K fois 2 pi, mais souvent on fait 2 K pi, parce que la multiplication est commutative. C'est-à-dire on peut multiplier l'ordre qu'on veut, ça ne change rien. La même chose quand on a un demi-tour, ben, on fait 180 degrés ici, et en radian, ben, 2 pi, si vous le divisez par 2, ben, ça fait pi. Ça veut dire qu'un demi-tour, imagine toujours qu'un demi-tour, c'est pi. C'est les mesures. Dans un cercle de rayon 1, là, on parle. C'est ça, je ne l'ai pas écrit en haut. Okay. Ça, c'est important de décrire ici un cercle de rayon 1. C'est celui-là qui va nous intéresser. Hein. Cercle de rayon 1. Voilà. Un sixième de tour, ben, c'est 60 degrés, hein, si je ne me trompe pas. 60 degrés. Et si je fais 2 pi divisé par 6 et je simplifie par la 2, parce qu'il y a une fraction 2 pi sur 6, donc ça fait pi sur 3. Pi sur 3. Encore une fois, ici, vous l'écrivez en fraction. Un douzième, bah, un douzième, 360, ça fait 30 degrés.
c'est ça? 360 divisé par 12, 36 divisé par, ça fait 3, c'est ça. 1/12 de pi, ben c'est pi sur 6. Pi sur 6. Sur 6. Un quart de p, un quart de pi, ben, un quart de 360, ça fait 90 degrés. Et 2 pi sur 4, ça fait pi sur 2. Pi sur 2. Voilà. 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Bon, j'espère que ça va vous aider tout ça. Continue. Alors, le cercle trigonométrique, on a déjà commencé un petit peu ici, là, c'est-à-dire un cercle de rayon 1, c'est ça le cercle trigonométrique. Alors, un cercle trigonométrique, c'est un cercle dont le centre c'est l'origine et dans le rayon est une unité. Okay. Alors, prenons un angle θ, plaçons-le sur le cercle. Donc, le rayon est égal à 1, l'ouverture c'est θ, l'angle qui est ici. Θ correspond à la mesure de l'angle trigonométrique. Alors, ça, on appelle ça un angle trigonométrique, exprimé en radio. Alors, si vous voulez, vous allez comprendre pourquoi trigonométrique, parce que là, on va introduire la notion de sinus, cosinus, ça sent bien. Alors, si vous prenez le point P, P de θ, okay, et vous cherchez ses coordonnées. Ces coordonnées, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'abscisse et l'origine. L'abscisse et l'ordonnée. Alors, automatiquement, ce qu'on va faire ici, on va dessiner un truc comme ça. Là, ça marche pas. Là. Ok, c'est ça. Un triangle rectangle, hein, comme d'habitude. Alors, ça, c'est X. Alors, ça, c'est X. Et ça, c'est Y. Alors, c'est ça la question. Combien ça vaut X? En fonction de θ, en fonction de l'angle. Alors, si vous faites les trigonométries, si vous prenez par exemple cosinus θ ici, cosinus θ, comment on écrit ça? Bon. Cosinus θ égale. Alors, cosinus, c'est côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Mais puisque l'hypoténuse égale 1, ben, ça veut dire c'est juste le côté adjacent. Parce que vous divisez par 1, ça ne change pas. Donc, c'est cosinus, c'est x. C'est x sur 1 bar. Si vous voulez, on peut l'écrire. C'est x sur 1. Mais x sur 1, c'est x. Donc, le x vaut cosinus θ. Ce x là, ça vaut cosinus θ. Et le y, il faut être la même chose avec sinus θ. Sinus θ. Ici, c'est y sur 1. Y sur 1. Et y sur 1, c'est y. Mais le y, vous voyez là, bah, c'est ce y là, en fait. Si vous le prenez, je ne sais pas si je peux le déplacer, c'est la même chose. Okay. C'est l'ordonnée. Donc, y correspond à l'ordonnée de ce point-là. Donc, si j'écris, par exemple, là, je ne peux pas l'écrire sur la figure, mais ici, par exemple, ça serait bien de peut-être d'écrire ici P de t, c'est cosinus θ. Voilà, là, je peux écrire θ comme ça. Et sinus θ. Voilà. Ça, c'est les coordonnées des points P. Bon. Donc, ça se répète ici. La cosinus θ est l'abscisse. L'abscisse des points P. L'abscisse. C'est l'abscisse, c'est ça? L'abscisse des points P. Et le sinus θ, c'est l'ordonnée des points P. C'est ça la question. Hein? L'ordonnée des points P. Maintenant, si vous utilisez la formule de la tangente et vous prenez ce triangle rectangle dans le cercle qu'on a, la tangente θ, ça égale quoi avec ce triangle? C'est y divisé par x, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Ça serait peut-être bon pour les élèves qui ont de la difficulté à voir dans ces formules-là, peut-être de faire un petit rappel en trigonométrie, c'est au début de ce chapitre-là. Ou prenez vos notes de cours de l'année passée, ou prenez quelque chose sur YouTube, quelque chose comme ça. Alors, tangente θ, c'est y sur x. Y, on va monter ça en haut là. Ça, je peux le faire comme ça. Y sur x. Et ça égale quoi? Y sur x, ça égale, si vous remplacez y par sa valeur,
On a vu ça en haut. Y, c'est sinus θ. Donc, je peux l'écrire comme ça. Sinus θ. Sinus θ. Et X, c'est cosinus θ. Et voilà une formule qui va quand même être importante à un moment donné. On va l'utiliser à un moment donné quand on va être une partie de ce chapitre. Alors, tangente θ. Si vous prenez votre calculatrice, prenez n'importe quel angle, mettez-le en degrés, en radians, peu importe. Tangente θ va vous donner toujours la même chose que le sinus divisé par le cosinus. Okay. Et ça, on l'a vu avec la trigonométrie, c'est ça. Vous pouvez le faire aussi avec un triangle rectangle. Avec les formules que vous avez vues dans les passés, c'est faisable. Alors, par exemple, si vous prenez ce triangle-là, le triangle rectangle qu'on a ici devant nous, et vous appliquez le théorème de Pythagore. Alors, x carré plus y au carré égale 1. C'est facile à voir. X carré plus y carré égale 1. Donc, vous obtenez la formule nouvelle, une autre formule, parce que vous remplacez x par cosinus, et y par sinus, ça vous donnera cosinus carré. Et ça, c'est une formule aussi qui marche tout le temps. Cosinus carré d'un angle, n'importe lequel, plus sinus carré du même angle, bien sûr. Hein, on ne change pas d'angle. Du même angle, ça égale toujours 1. Ça égale toujours 1. Bon. Maintenant, la prochaine question, c'est comment déterminer le cadran ou le point trigonométrique correspondant à un angle donné. Alors, il faut penser que ce point P, le point P qui est ici, il peut être ici, il peut être n'importe où sur le cercle. Il peut même être au deuxième tour. Il peut être au troisième tour, c'est-à-dire ça peut tourner ici. Là. Okay. Alors là, je vais faire une pause parce qu'il y a mon repas qui m'appelle. Alors, je reviendrai tantôt. Bon, on continue. Ok, alors ici, comment déterminer le cadran ou le point trigonométrique correspondant à un angle donné? Alors, par exemple, si vous prenez des angles comme en degrés, 35 degrés, c'est entre 0 et 90, donc c'est dans le premier cadran, ça c'est facile. Il y en a qui sont faciles. Par exemple, 265 degrés, vous devez quand même reconnaître les coins. Par exemple, ici, si vous prenez le cercle trigonométrique, ce cercle-là, ça c'est 0 degré. Okay. Et en radian, c'est 0 aussi. 0 rad. C'est 0 rad. Alors, si vous allez dans ce coin-là, c'est 90 degrés. Okay. Et puisque c'est le quart d'un tour, donc c'est 2 pi sur 4, si vous regardez le tableau qu'on a rempli en haut, c'est pi sur 2, ça. Rappelez-vous, ça c'est 2 pi, le tour d'un complet 2 pi. La moitié d'un tour, c'est pi. Et si vous prenez pi, vous le coupez en deux, ça vous donne le quart. Donc c'est pi sur 2. Ici, c'est 180 degrés. Et c'est pi. Ici, si vous rajoutez 90, ça fait 270 degrés. Et c'est 3 pi sur 2. Parce que vous avez pi sur 2, c'est 2 fois 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 en radian. Bon. Donc, quand vous avez un angle, exemple comme ici, là, 265, il est dans le premier tour encore, ça c'est pas difficile, et on voit qu'il est dans le troisième cadran. Ok, donc ça c'est premier cadran, ça c'est troisième cadran. 520, là à ce moment-là, vous avez plus qu'un tour, là. 360, 360, comment vous allez faire? Vous faites 520, il n'y a pas une seule façon. Hein. Si je sens que c'est juste je suis encore dans le deuxième tour, enfin j'ai juste un tour complet, je suis dans le deuxième tour, j'enlève 360. Okay. Alors si j'enlève 360, dans ce cas-là, 520 moins 360, ça fait combien ça? 40, 140, 160. Et 160, ça me dit que c'est ici, c'est entre le 90 et le 180, c'est-à-dire deuxième cadran. Donc 520 aussi dans le deuxième cadran. Là, quand on est avec 2340, c'est quand même grand, ça comme nombre.
Je ne vais pas commencer à réfléchir combien de tours, tout ça, c'est peut-être lent. Alors, ce que je fais, je me sers des opérations que j'ai apprises quand j'étais jeune. Donc, je fais 2340. Je divise par 360 pour trouver le nombre de tours complet. Donc, 2340, si je prends ma calculatrice, elle est où là? Bon, vous le faites. Non, je vais le faire. Attention, je vais le faire. Je vais faire. Alors, ça donne 6,5 tours. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 tours complets. Donc, ces 6 tours-là, je peux les ignorer parce que je reviens à la même place. Donc, au fond, c'est la moitié d'un tour. Okay. Ce point-là, 2340 degrés, m'amène à la même place que quand je fais la moitié d'un tour. 0,5, c'est la moitié d'un tour. C'est ça. Mais vous pouvez le faire comme ça. 0,5 fois 360. C'est-à-dire la différence entre le nombre de tours complets et le résultat que vous avez obtenu ici, vous prenez cette différence-là qui représente 0,5, vous faites fois 360, ça vous donne 180. Alors 180, ça veut dire que vous êtes entre le deuxième et le troisième. Donc ici, vous êtes vraiment entre le deuxième et le troisième cadran. C'est pas vraiment... Moins 652. Alors moins 652, le même principe. On va effacer ça, ce calcul-là. Ça, c'est dans le sens horaire. Hein. Moins 652, c'est dans le sens horaire. Alors, vous faites moins 652, vous regardez dans le sens horaire combien de degrés, combien de tours vous avez fait dans le sens horaire. Donc, vous divisez par 360, donc ça fait 652 divisé par 360, ça fait 1,8. 1, 1. C'est ça? Moins. Donc, ça veut dire qu'il y a moins un tour. Donc, c'est un tour complet et moins 0, le reste, ça c'est le reste. 0,8 à 11 fois 360 pour calculer combien de degrés ça représente cette portion-là. La portion qui est plus qu'un tour. Donc, vous faites fois moins 1, vous faites moins, voilà, fois 360. Ça donne 292 degrés, moins 292. Donc, si vous tournez dans le sens horaire, comme ça ici, vous tournez de moins de 292 degrés, bah, vous allez vous retrouver dans le premier cadran. Okay. Parce que là, la même chose, si vous allez dans le sens horaire, anti-horaire, excusez, anti-horaire, c'est 270 là. Donc, si vous y allez dans le sens horaire, ben moins 270 là, et moins 270, ça c'est moins 360, donc moins 292, c'est dans le premier cadran. Alors ça, c'est le premier cadran. Voilà. Maintenant, en radian. Comment faire le même travail avec un angle en radian? Okay. Alors, par exemple, si vous prenez 5 pi sur 3. Alors, 5 pi sur 3. Alors, ce que vous faites, premièrement, il faut reconnaître certains endroits. Par exemple, ici 0, pi sur 2. Ça, c'est pi, et ça, c'est 3 pi sur 2, et ça, c'est 0, 2 pi. 2 pi ou 0, c'est pareil. C'est le même point. Alors, pi sur 3, c'est ici. Parce que c'est pi, vous le coupez en 3 parties. Donc, c'est ici. Pi sur 6, c'est ici. Ça, c'est pi sur 6. 2 pi sur 3, alors ça, c'est pi sur 3, donc 2 pi sur 3, c'est dans le deuxième cadran. Okay. Pi sur 4, ça, c'est pi sur 2, ça, c'est pi sur 4, dans le premier cadran. 2 pi sur 4, c'est la même chose que pi sur 2. 3 pi sur 4, c'est dans le deuxième cadran. 3 pi sur 4. Donc, il faut reconnaître certaines angles en radian. Et vous regardez peut-être le tableau en haut, là, le tableau qu'on a rempli avec les radians, peut-être ça va vous donner une idée. Parce que ce tableau-là, il est en degrés et en radians. Ça va vous habituer à voir où ce que sont les pi sur 4, les pi sur 3, 2 pi sur 3, 4 pi sur 3, tout ça. Vous avez besoin de ça. Alors 5 pi sur 3, par exemple, comment on fait? Ben, ou bien parce que là, c'est dans le premier tour, parce que c'est moins que 6 pi sur 3. Okay? Parce que 6 pi sur 3, c'est ça qui représente 2 pi.
Alors 5 pi sur 3, ce que vous pouvez faire, c'est de dire comment je pourrais transformer le numérateur pour que ça me donne un tour plus ou moins quelque chose. Alors, par exemple, 5 pi, si vous transformez ça en 6 pi, combien vous devez enlever pour que ça ne change pas? Vous devez enlever pi. Et vous mettez tout ça sur 3. Au fond, j'ai rien changé là. 6 pi moins pi, ça fait 5 pi. Et le 3, ça ne change pas. Après ça, vous avez une soustraction divisée par 3. Une différence divisée par 3. Alors, vous faites 6 pi divisé par 3. Ça fait 2 pi. Et ici, vous avez moins pi sur 3. Alors, 2 pi, vous pouvez se débarrasser, parce que c'est un tour, ça. Moins pi sur 3, ben, ça vous dit juste que vous avez fait un tour. Vous avez fait pi sur 3 dans le sens horaire. Et pi sur 3 dans le sens horaire, ben, c'est dans le troisième cadran. Okay? Et pi sur 3 dans le sens horaire, est ici, dans le troisième cadran. Troisième cadran. Donc, ce nombre-là, cet angle-là est dans le troisième cadran. Mais il y en a qui l'ont peut-être vu dès le premier coup, parce que 5 pi sur 3, okay, c'est plus que 3 pi sur 5 pi sur 3. Donc, ça veut dire qu'il y a ici 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3, on est rendu là. Okay. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce calcul. Quand vous voyez les choses sont faciles, on y va. Bon, là, on va aller voir quelques-uns ici. Par exemple, 35 pi sur 4. Voilà, ça, c'est beaucoup de tours. Hein. 35 pi sur 4, il est dans quel cadran? Alors, vous voyez bien ici, pour que ça me donne 2 pi, ben, je peux faire 32. Okay. 32 sur 4, ça se divise. 32. Je peux faire 36 aussi. Ça va faire moins à ce moment-là. Mais si je fais 32 pi, j'additionne. Peut-être c'est plus facile comme ça. Plus 3 pi. Donc 32 plus 3, ça fait 35. Donc sur 4. Après ça, vous divisez chaque terme. Donc ça fait 8 pi ici. Plus 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. 8 pi, c'est combien de tours ça? Il y a combien de 2 pi là-dedans? Il y en a 4. Donc c'est 4 tours. Donc ça veut dire ça, on revient à la même place. Donc ce qui reste au fond, c'est de savoir 3 pi sur 4 est où? Et 3 pi sur 4, ben, pi sur 4 c'est lui. Ça c'est 2 pi sur 4 qui est la même chose que pi sur 2. Et ça c'est 3 pi sur 4. Donc c'est deuxième cadran. Donc ça c'est deuxième cadran. Cet angle-là est dans le deuxième cadran. Bon, là je vais effacer pour voir ce qui est cet angle-là ici. Alors 67 pi. On va effacer ici. Est-ce que je peux choisir une efface plus grande? Voilà. 67 pi sur 6. 67 pi sur 6. Voilà. 67 pi. Alors, si je veux que ça me donne un nombre de tours, ben, je pourrais faire 66, sauf que 66, ça va faire 11 pi. Je ferais ça comme ça, comme ça. Ça pourrait vous arriver et vous saurez quoi faire. Par exemple, si moi je pense tout de suite 66 pi, parce que ça se divise par 6, plus pi, divisé par 6, tout ça, qu'est-ce que ça va me donner? 66 divisé par 6, ça fait 11 pi. 11 pi. Plus pi sur 6. Alors, pi sur 6, je sais que c'est un petit morceau du premier cadran que je dois rajouter. Maintenant, 11 pi. 11 pi, ce n'est pas un nombre de tours complet, ça. C'est un nombre impair. Alors, 10 pi plus pi. Donc, ça me donne ici 10 pi plus pi plus pi sur 6. Alors ici, vous avez 10 pi, ça c'est le nombre de tours complet, pi plus pi sur 6. Alors pi plus pi sur 6, c'est facile. C'est pi, ça c'est pi, plus pi sur 6, c'est-à-dire deuxième cadran. Donc ça c'est deuxième cadran. Voilà. Maintenant, ça peut arriver aussi qu'on a un nombre qui n'a pas de pi, comme 43. Okay? Parce que pi, au fond, c'est 3,14. Hein. Ça se peut qu'on vous donne le nombre comme ça, 43. Alors comment on va faire pour trouver 43 et dans quel cadran? Alors 43 est dans quel cadran? Ben, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu fais 43 divisé par 2pi.
Et là, tu n'auras peut-être pas le choix de transformer 2pi en 6,28. Voilà. 43 divisé par 6,28. Parce que là, tu n'as pas le pi pour simplifier. C'est comme avec le degré au fond. Ça revient comme le calcul qu'on a fait avec le degré. La seule différence, c'est qu'ici, il y a des nombres à virgule. Donc 2pi, vous faites ça à peu près, normalement, ça devrait marcher. Là, 43 divisé par 6,28. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de prendre le pi exact. Là. Mais sinon, si vous êtes maniaque de précision, prenez pi exact. Donc 43 divisé par 6,28, ça donne 6,8. Voilà, 6,847. Voilà. Alors ça, c'est le nombre de tours complets, c'est 6. OK? Et là, il vous reste 0, donc si vous enlevez 6 tours complets, il vous reste 0,847. Ça, c'est le nombre, ça, c'est le nombre qui va vous donner où est-ce que vous allez vous retrouver dans le 7e tour, parce que ça, c'est 6 tours complets. Vous avez amorcé le 7e tour. Donc 0,847. Alors, ou bien vous avez par cœur les nombres ici au coin, par exemple, ça c'est 0. Mais là, pi sur 2, il faut le transformer en nombre à virgule. C'est 3,14 divisé par 2. Ça fait 1,57. Pi, c'est 3,14. Okay? Et 3pi, ben, c'est 3,14 fois 3, ça fait 9,42. Divisé par 2, ben, ça fait 4, quelque chose. Alors, puisque ici, vous avez 0,8, mais ça, c'est le nombre de tours. Ça, c'est pas en radian, ça. Parce que ça, c'est 6 tours. Et ça, c'est le nombre de tours. Donc, il faut commencer par calculer combien ça représente en radian. Alors, 0,847. Et vous le multipliez par 2pi, c'est-à-dire 6,28. Je sais que cette partie-là n'est pas facile, mais vous allez voir, répéter ça, c'est pas évident, mais c'est faisable, c'est faisable. Donc, vous faites 0,847 fois 6,28 et ça vous donne 5,32. Mais il y en a parmi vous peut-être qui vont voir autrement. Par exemple, ici, là, 0,847, c'est plus que le 3 quarts d'un tour, parce que le 3 quarts d'un tour, c'est 0,75. OK? Il ne faut pas confondre le tour et l'angle, hein, le nombre de tours. Alors, ça, c'est le nombre de tours. Alors, c'est le troisième cadran. C'est entre 0,75 et 1. Alors, 5,32 aussi me donne la même chose, parce que 5,32, c'est entre 3 pi sur 2, tantôt on l'a calculé, c'est 4,5, et 2 pi qui est 6,28 dans le troisième cadran. Donc, ce nombre-là est dans le troisième cadran. C'est bon? Après, il nous reste le dernier qui est négatif, moins 31 pi. Oui, c'est facile aussi, là, c'est juste dans le sens horaire. Donc, c'est moins 31 pi sur 3. Donc, moins 31 pi sur 3, bah, si vous faites ici moins 30, ça donne 10. Alors, moins 30, c'est bon. Moins 30 pi, moins pi. Moins 30 pi, moins pi sur 3. Alors, ça vous donne ici moins 30, ça fait moins 10. Ça, c'est un nombre de tours complet dans le sens horaire. Moins pi sur 3. Alors, bingo, ça on part avec ça. Et il nous reste moins pi sur 3. Et moins pi sur 3, c'est dans le troisième cadran, parce que c'est dans le sens horaire. Alors, ça, c'est le troisième cadran. Bon, ça, c'est le troisième cadran. Maintenant, les coordonnées de quelques points trigonométriques. Les coordonnées. Alors, par exemple, sur les coordonnées, là, on a vu comment retrouver les positions, dans quel cadran certains angles. OK? On donne l'angle et vous devez savoir dans quel cadran ils sont, parce que ça va nous aider à un moment donné, ça va nous servir. Ça. Maintenant, on veut savoir les coordonnées de certains angles. Les coordonnées, c'est x, y. Rappelez-vous, tantôt, le cosinus, c'est l'abscisse. Le sinus, c'est l'ordonnée. C'est ce qu'on veut chercher de quelques angles, parce que si vous prenez 20 degrés, vous n'aurez pas le choix de prendre votre calculatrice là. Il y a des angles qu'on peut trouver leurs coordonnées facilement à partir de certaines propriétés de géométrie. Par exemple, il y en a qui sont faciles, par exemple, c'est vous prenez 0,
Si vous prenez l'angle 0 radian, celui-là, ben c'est cosinus égale 1, parce que c'est le rayon. Cosinus, c'est x. Il n'y a pas de sinus, parce qu'il n'est pas en haut, donc il n'y a pas de hauteur, donc ça dit qu'il n'y a pas de sinus. Donc 0. Et si vous prenez 0 radian, vous faites cosinus avec votre calculatrice, ben vous allez trouver 1. Et si vous faites sinus de 0, ça fait 0. Alors passons, il faut penser aussi des fois quand on travaille avec les radians, de jouer avec ça aussi, là, transformer votre calculatrice de degrés à radian. Okay. Alors, par exemple, si vous prenez un angle ici, 90 degrés ou pi sur 2, ben, le cosinus, lui, est nul. Le cosinus, il n'y en a pas. X, il n'y en a pas. Y, c'est 1. Donc, le sinus de 90 degrés, c'est 1. Vous voyez, juste à imaginer le cercle trigonométrique, on peut trouver des angles facilement sans prendre la calculatrice. Par exemple, prenez pi, ben, le cosinus, c'est moins 1. Le cosinus de 180 aussi, c'est moins 1. Et le sinus, c'est 0. Si vous prenez 3pi sur 2, ben, le cosinus, c'est 0. Et le sinus, c'est moins 1. Maintenant, on va aller à l'intérieur ici, dans le premier cadran. Et il y a d'autres angles ici. Quand on va trouver certains angles remarquables ici dans le premier cadran, ils vont nous servir aussi à trouver d'autres points ici à l'intérieur du deuxième, troisième et quatrième cadran. Alors, c'est ça que vous avez là. Sur le cercle trigonométrique, le couple 1, 0. Alors, le couple 1, 0, celui qui est sur 0 degré, là, ou 0 radian, ça correspond aux angles 0, 2pi, 4pi, parce que quand vous faites un tour dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, vous revenez toujours à la même place et les coordonnées ne changent pas. Donc les coordonnées ne changent pas, mais les angles changent. Maintenant, ici, question. À quel angle sont associés les couples moins 1, 0, 0, 1, 0, moins 1? Alors ça, je vous l'ai dit. Bah, si vous voulez, je peux vous donner la réponse. Par exemple, ici, moins 1, 0, c'est pi. Et vous rajoutez 2pi. Par exemple, 3pi. Ainsi de suite. 2pi, ça fait 5pi, ainsi de suite. Mais si vous partez de pi et vous enlevez 2pi, ben ça fait moins pi. Si vous enlevez 2pi, c'est moins pi. Si vous enlevez encore 2pi, c'est moins 3pi. C'est comme ça. Maintenant, si vous prenez l'angle 0,1 qui est en haut, là, 90 degrés, ça c'est pi sur 2. Si vous rajoutez 2pi, vous faites un tour, ça vous donne 2 fois 2 ici, vous faites le même dénominateur, 2 fois 2, 4, 4pi plus pi, ça fait 5pi sur 2. Et vous y allez comme ça, plus 2pi. Si vous pouvez enlever 2pi, si vous enlevez pi sur 2 moins 2pi, ça fait moins 3pi sur 2. Donc pi sur 2, moins 2pi, parce que vous faites un tour dans le sens horaire. Vous mettez ça sur le même dénominateur, donc ça fait moins 4. Pi moins 4, ça fait moins 3pi sur 2. Voilà. 0 moins 1. 0 moins 1, ça c'est 0,1. 0 moins 1, on l'a fait? Non, moins 1, 0,1, on l'a fait. 0 moins 1, ça c'est 3pi sur 2, ça. 0 moins 1, c'est 3pi sur 2. La même chose. Alors 0 moins 1, ça correspond dans le premier cercle à 3pi sur 2. Dans le premier tour, 3pi sur 2. Ça peut être aussi moins pi sur 2 si vous faites le tour dans le sens horaire. Ou bien moins pi sur 2. De toute façon, si vous prenez 3pi sur 2 et vous enlevez 2pi, vous allez retrouver ce moins pi sur 2 là. Donc si vous enlevez 2pi, donc ça fait 6 moins 4pi, 3pi moins 4pi, ça fait moins pi sur 2. Et vous continuez, vous pouvez rajouter 2pi, enlever 2pi à partir de 3pi sur 2, ça va vous donner tous les points qui correspondent, tous les angles qui correspondent au couple 0 moins 1. Bon, là je vais passer à l'autre page. Voilà, ici. Pour déterminer les coordonnées des points associés. Voilà. Alors là, on a vu les points remarquables faciles, hein, c'est-à-dire ceux qui sont dans le coin, hein, sont dans les quatre coins. Là, on a aussi des angles qui sont faciles, qui sont à l'intérieur. Par exemple, on va commencer par pi sur 6. Pi sur 6, si vous le transformez en degrés, parce que pour commencer, on ne va pas vous... on va quand même faire un petit changement pour que ça soit facile pour vous. Pi sur 6, si vous faites 180 divisé par 6, ça fait 30 degrés. Et pourquoi je fais ce calcul-là? Parce que l'année passée, ou peut-être j'en ai parlé à un moment donné, je ne sais pas, mais en tout cas l'année passée en géométrie, et si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, si vous l'apprenez, c'est très facile. Si vous prenez un triangle rectangle, oups, là j'ai fait une carte ici, hein.
Si vous prenez un triangle rectangle et vous prenez un angle de 30 degrés, comme ça, il y a une propriété qui dit que, un théorème, qui dit que le côté opposé, celui-là, à 30 degrés, le côté opposé est égal à la moitié de l'hypoténuse. La moitié de l'hypoténuse. Voilà. Donc, je vais effacer tout ça. Et c'est cette propriété-là que je vais me servir. Alors, par exemple, si vous prenez 30 degrés, c'est lui. C'est le premier. 30 degrés. Pi sur 6. Okay, parce que 30 degrés, il y en a combien dans 90 degrés? Il y en a 3. Donc, le premier morceau, le deuxième morceau, le troisième morceau. Alors ça, c'est pi sur 6. Okay. Il y en a 6. Pi sur 6, c'est-à-dire si vous prenez pi, la moitié d'un tour, il y en a 6 comme ça. Il y en a 3 ici dans le premier cadran, il y en a 3 dans le deuxième cadran. Il y en a 6 de même. Alors ce point-là, on peut dire tout simplement P de pi sur 6. Et vous devez savoir que le point pi sur 6, si vous rajoutez 2 pi, si vous faites un tour, ben, ça vous donnera un autre angle, ainsi de suite. Les coordonnées que vous allez trouver ici, là, ça correspond à plusieurs angles en rajoutant à chaque fois 2 pi ou en enlevant 2 pi. Alors, on va chercher combien ça vaut le x de ça. C'est ça les coordonnées. Et on va chercher combien ça vaut le y. Et le x, c'est le cosinus de pi sur 6. Et le y, c'est le sinus. C'est ce qu'on a vu en haut, hein, dans l'autre page. Alors, sachant que le côté opposé, c'est la moitié de l'hypoténuse. Ben, c'est quoi l'hypoténuse de ce cercle trigonométrique? C'est 1. L'hypoténuse mesure 1. Donc, y mesure 1,5. Donc, y est égal à 1,5, parce que c'est la moitié de l'hypoténuse. Et y, c'est quoi au juste? C'est le sinus de pi sur 6. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites sinus de pi sur 6, ça va vous donner 1,5. Maintenant, le x, comment on fait? Ben, on fait Pythagore. On fait x à la 2 plus y à la 2 égale 1. Donc, on fait x à la 2 plus y à la 2 égale à 1. On remplace y par 1,5. Ça fait 1,5 à la 2, ça fait 1 quart. Donc, x à la 2 plus 1 quart égale à 1. On ramène 1 quart à droite, ça fait moins 1 quart. Ou on soustrait moins 1 quart, moins 1 quart. Donc, x à la 2 égale 3 quarts. Si je fais la racine carrée, ça fait x égale la racine carrée d'une fraction. Donc, je fais racine carrée là et racine carrée là. La racine carrée d'une fraction, c'est la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur. Donc, ça fait racine carrée de 3 demi. Voilà. Donc, le point pi sur 6, le point qui correspond à l'angle pi sur 6, c'est coordonné. Cosinus pi sur 6, c'est racine carrée de 3 demi. Et sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez dire, par exemple, si moi je cherche, si je rajoute un tour à pi sur 6, okay, voilà, c'est écrit ici, là en bas, là, c'est vrai ce que je suis en train de dire, c'est déjà ici. Là. Là, ils disent le point pi sur 6, si vous rajoutez 2 pi, c'est-à-dire vous rajoutez un nombre de tours que vous voulez, ben, c'est la même chose que pi sur 6. Okay. Donc, par exemple, ici, prenons un exemple. Si vous prenez pi sur 6, vous rajoutez 2 pi. Pi sur 6, un exemple. Plus 2 pi. Ben, au fond, c'est quel point? C'est pi sur 6 de pi, ben, ça fait 12 pi plus pi. Ça fait 13 pi sur 6. Donc 13 pi sur 6, lui aussi, ce point-là, il va avoir les mêmes coordonnées que pi sur 6. Donc en général, p de θ, c'est-à-dire les coordonnées d'un point correspondent à θ, c'est la même chose que p de θ plus 2 pi. C'est le nombre de tours, on revient à la même place. Ça, c'est pas nouveau, hein, je pense que vous l'avez compris pas mal en haut, là aussi. Là. C'est la même chose. Alors, par exemple, si maintenant on prend pi sur 4, pi sur 4, c'est lui. Parce que si vous prenez pi sur 4, si vous rajoutez un autre pi sur 4, ça vous donne pi sur 2. Donc vous prenez pi sur 2, vous le coupez en 2, ça fait pi sur 4. Au fond, c'est 45 degrés, pi sur 4.
180 divisé par 4, ça fait 45, ou 90 divisé par 2, ça fait 45. Alors 45 degrés, ce qu'on cherche, la même chose. Donc ça, c'est le point P, pi sur 4. Voilà. On cherche son X et son Y. Alors, puisque c'est 45 degrés là, et ça c'est 90 ici, ben, ça veut dire 45 en haut. Hein, parce que la somme des angles d'un triangle, c'est 180. Alors, si 45, 45, ça veut dire que le X égale Y. Donc, le X est égal à Y. Parce que c'est un triangle isocèle. Alors, si X égale Y, connaissons que ça c'est l'hypoténuse égale 1, donc je fais X à la 2 plus X à la 2. C'est la même chose. X à la 2 plus X à la 2. Et tout ça, ça devrait donner 1 à la 2 qui est égal à 1. X à la 2 plus X à la 2, ça fait 2X à la 2 égale à 1. Je divise par 2. Donc, je fais X à la 2 égale 1 demi. Après ça, je fais racine carrée là, racine carrée là. Donc, ça fait X est égal à racine carrée de 1 sur racine carrée de 2. Racine carrée de 1 égale 1 sur racine carrée de 2. Et rappelez-vous, au début de l'année, je vous ai dit que, ça c'est une convention encore une fois, on préfère ne pas avoir la racine carrée dans le dénominateur. Donc on va multiplier en bas par racine carrée de 2 et en haut par racine carrée de 2. Ce qui vous donne racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. Et en haut, si vous faites 1 fois racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 2. Donc le x, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et le y aussi, la même chose. Ça veut dire que les coordonnées de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Ça, c'est le cosinus. Et le sinus est le même. Racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, le point pi sur 3. Alors, pi sur 3, je ne ferai pas la même chose parce que vous allez voir que pi sur 3, c'est lui. Okay, ça, c'est pi sur 3, ça, c'est pi sur 6 qu'on a vu tantôt. Si vous prenez un pi sur 6 et vous rajoutez un autre pi sur 6, ça vous donne 2 pi sur 6, et 2 pi sur 6, c'est pi sur 3. Alors, pi sur 3, si vous cherchez, par exemple, ce point-là, qui est pi sur 3, si vous cherchez ces coordonnées x et y, okay, alors regardez ce qui se passe, c'est simple, c'est que, au fond, si on a ici pi sur 3, combien ça vaut cet angle-là en haut? L'angle qui reste en haut entre pi sur 3 et 90, c'est pi sur 6, hein, ce morceau-là qui reste, c'est pi sur 6. Parce qu'il y a 3 pi sur 6, il y en a un pi sur 6 qui reste là. Et c'est quoi le x qui est là? Ce n'est rien d'autre que le x qui est opposé à pi sur 6. Et le x qui est opposé à pi sur 6, c'est le sinus de pi sur 6. C'est-à-dire cette mesure-là, ce x-là, on l'a trouvé tantôt, c'est celle-là. Okay, et le y, c'est le cosinus de lui. C'est-à-dire c'est le x qu'on a trouvé tantôt. Donc, pi sur 3, c'est les mêmes valeurs que pi sur 6, mais inversées. Par exemple, ici, pi sur 6, on avait racine carrée de 3 demi, 1 demi. Ben, le pi sur 3, il va être 1 demi. Ça va être 1 demi. Et l'autre côté, ça va être racine carrée de 3 demi. Je ne sais pas si j'étais clair. Alors, par exemple, si vous prenez ce couple-là, euh, c'est les coordonnées de pi sur 3. Mais c'est aussi les coordonnées de pi sur 3 auxquelles on rajoute 2 pi. Alors, c'est ça que j'ai mis ici, là. Cet intervalle, ces accolades, cet ensemble. Si vous prenez pi sur 3 et vous rajoutez 2 pi, vous mettez ça sur le même dénominateur, ça va vous donner 7 pi sur 3. C'est ici. Si vous rajoutez encore 2 pi, ça va vous donner 13 pi sur 3. Si vous enlevez 2 pi, si vous prenez pi sur 3, vous enlevez 2 pi. Vous enlevez 6, c'est-à-dire vous mettez sur le même dénominateur, ça fait moins 5 pi sur 3. Si vous enlevez encore 2 pi, vous enlevez encore un autre 6 pi sur 3, ça fait moins 11 pi sur 3. Donc, il faut ceci, calcul de fraction, là, on va les mettre sur le même dénominateur en rajoutant 2 pi, tout ça. Alors voilà, à la fin, vous avez ici
le cercle trigonométrique qui est fabriqué à partir de ces angles remarquables. Alors, si vous prenez par exemple les angles aux extrémités, c'est facile, 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, et ici vous avez 0, moins 1. Et on a ce cercle-là avec les angles en degrés et les angles en radians. Okay. Alors ici, pi sur 2, 0, 1, pi sur 3, on l'a trouvé tantôt, pi sur 4, pi sur 6. Alors le premier cadran, c'est ça qu'on a calculé en haut, avec les triangles remarquables. Maintenant, si vous prenez pi sur 6, okay, et vous essayez de trouver un point qui est vis-à-vis l'autre côté. Parce que c'est pi sur 6, et vous y allez de l'autre côté, un point qui est vis-à-vis. En fait, c'est quoi comment on va faire pour trouver cet angle-là? Okay. L'angle qui est ici, ben, on fait pi, le tour, un demi-tour, auquel on enlève pi sur 6, parce que ça, c'est pi sur 6, et ça, c'est pi sur 6. Si on veut qu'il se trouve dans la même hauteur, donc automatiquement, cet angle-là est le même que lui. Donc, si vous faites pi moins pi sur 6, vous faites ce calcul-là, pi moins pi sur 6, et vous les mettez sur le même dimension, ben, ça va vous donner 5 pi sur 6. Alors, c'est pour ça, vous voyez ici le point 5 pi sur 6. Et le point 5 pi sur 6, il a presque, ben, en fait, il n'y a pas les mêmes coordonnées, parce qu'il est dans le côté négatif de x. Donc, c'est pour ça que vous voyez le x de ce point est l'opposé de celui de pi sur 6, moins racine carrée de 3 demi. Et le y, lui, c'est 1 demi. C'est à la même hauteur. Le y, même signe. Si vous prenez maintenant, le reste, c'est le même principe. Hein, c'est le même principe. Si vous prenez un point qui est vis-à-vis, par exemple, 5 pi sur 6, qui est vis-à-vis lui, parce que vous prenez pi sur 6 qui est là, et vous rajoutez un autre pi sur 6. Ça veut dire que vous faites pi sur 6, pi, donc ce point-là ici, là, c'est pi auquel vous rajoutez pi sur 6. Donc vous faites pi moins pi, plus pi sur 6. Et si vous mettez sur le même dénominateur, ça va vous donner 7 pi sur 6. Et 7 pi sur 6, elle a le même x, au niveau de la grandeur, elle a le même x, et elle a le même y que le pi sur 6 au début. La seule différence, c'est que dans ce cas-là, il est dans le négatif des deux côtés. Dans le négatif en x, dans le négatif dans y. Alors c'est pour ça que ça donne moins racine carrée de 3 demi, moins 1 demi. Alors moi, je vais arrêter là pour ce cours-là. Vous y allez à la page 279 à 281 pour pratiquer cette partie-là. Et c'est très important ça. OK? Alors, bonne pratique, je continuerai plus tard.